sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 20 janvier 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup de votre fidélité. Et il est désormais temps de retrouver Nathalie Janson pour notre interview macroéconomique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Nathalie. C'est pas facile pour vous, vous êtes en plein cours en ce moment. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Neoma Business School et spécialiste notamment des questions de politique monétaire et de crypto-monnaie. Nathalie, on va commencer votre intervention par les politiques monétaires et le flou qui règne pour 2023 autour de la tendance qui pourrait être suivie par les grandes banques centrales. Oui, tout à fait. Donc, on voit bien que 2023 s'annonce. On dirait qu'il y a une espèce de divorce entre les responsables des banques centrales et en fait ceux qui participent au marché, puisque on a plutôt l'impression que sur le marché, on est fermement convaincu que la hausse des taux n'a plus beaucoup lieu d'être. Et en revanche, quand on écoute effectivement les banquiers centraux, eh bien, c'est pas tout à fait la même histoire qu'ils nous racontent. Donc, Christine Lagarde, à nouveau, hier, a été très, très claire sur ce point. Et donc, où elle a dit que c'était pas du tout la fin de la restriction monétaire. Et puis, au sein de la Fed, c'est la même chose. On voit qu'il y a Lael Brainard qui a été très clair aussi sur le fait qu'il estimait que finalement, on n'était pas tout à fait certain de l'issue du développement de l'inflation. Parce que si effectivement la cause, souvent qu'on attribue sans doute un peu trop vite de la hausse des coûts de l'énergie comme étant un principal facteur, il estime que finalement il y a quand même de l'inflation dans l'indice core, en dehors des prix de l'énergie justement, et que cette partie-là n'est peut-être pas terminée. Et c'est la même crainte pour la BCE. Je dirais même qu'elle est peut-être même encore plus accentuée, puisque je vous rappelle que on a quand même un retard, si on peut l'appeler ainsi. En tout cas, il y a un décalage de taux encore entre la Fed et la BCE, puisque nous avons des taux d'intérêt qui sont inférieurs à ceux des États-Unis. Les États-Unis sont déjà passés au-dessus des 4%, alors que nous, on est... cette dichotomie de vision dans la mesure où les marchés financiers anticipent deux baisses de taux cette année pour la Réserve fédérale américaine, alors que très clairement, comme vous le dites, Jérôme Powell et les différents présidents des banques centrales étatiques aux États-Unis ont très clairement tapé sur le doigt des marchés financiers en leur disant attention, vous marchez complètement sur la tête. Comment on explique que les marchés financiers soient complètement omnubilés par cette éventuelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine? Alors peut-être qu'ils ont un discours, peut-être qu'ils pensent que finalement, si la situation économique se dégrade, les banques centrales en fait feraient machine arrière. Je pense que c'est un peu ça leur conviction, parce que il est vrai que si on regarde en fait ce qui s'est passé depuis 2008, eh bien c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est-à-dire que lorsque il y a des moments de perturbation élevés, les banques centrales en fait très rapidement interviennent. Donc effectivement, peut-être que eux, ils ont cette impression que si la situation économique devait se dégrader vraiment, eh bien, elles n'hésiteraient pas à mettre un terme à leur politique monétaire restrictive. Mais si on regarde d'un point de vue des taux d'intérêt, on peut comprendre effectivement que les banques centrales estiment que c'est pas encore la fin, étant donné que les taux d'intérêt sont largement en dessous du taux d'inflation. Donc effectivement, historiquement parlant, c'était rare de voir une fin de hausse des taux d'intérêt quand on n'avait pas de taux d'intérêt réel positif. Ouais, et soutenu en plus par le fait que le marché de l'emploi aux États-Unis, tout du moins, reste extrêmement solide. Du coup, effectivement, on peut comprendre très clairement le discours des grands argentiers mondiaux. Merci Nathalie pour ces explications. On va basculer en France et commenter la réforme des retraites. C'est l'actualité brûlante en ce moment. Comment est-ce que vous la voyez, vous? Est-ce que c'est une réponse efficace au problème de financement de la Caisse des retraites? Alors oui, malheureusement, c'est une problématique très française et qui dure depuis pas mal de temps aujourd'hui. Enfin, depuis pas mal d'années, on a cette question. On a eu différentes phases de tentatives de réforme qui n'ont pas toujours été très réussies. Et là, on se retrouve encore aujourd'hui avec cette idée qu'il faudrait se réformer ce système de retraite. Et après avoir effectivement tenté une révision de ce système de retraite avec une retraite à points,
en fait, on est revenu sur une modification beaucoup plus sur les paramètres aujourd'hui, uniquement sur l'âge. Donc, on a vu hier une mobilisation relativement importante. Est-ce que cette réforme est nécessaire? En tout cas, une réforme est nécessaire, étant donné que dans notre système par répartition, on a bien, au niveau de la pyramide des âges, une diminution du nombre d'actifs qui payent le nombre de retraités, puisque là, on est en dessous de 2. Donc, comme on ne va pas vers une natalité qui sera en hausse très forte, on voit bien que le système va aller vers des déséquilibres qui vont s'accroître avec le temps. Donc aujourd'hui, l'urgence de la réforme tout de suite pour aujourd'hui, beaucoup vous disent que non, et du point de vue des comptes, mais ce n'est qu'une réponse partielle, c'est-à-dire que si on veut effectivement garantir que ce système puisse aller longtemps, eh bien, il faut s'assurer de l'équilibre de ses finances. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, il faut prendre des mesures aujourd'hui. Donc, ces mesures aujourd'hui ne sont pas non plus, c'est pas la fin. Enfin, je veux dire, c'est pas une réforme si dramatique que ça, mais bien évidemment, les syndicats s'en emparent pour effectivement montrer les points qui fâchent, c'est-à-dire là où effectivement, pour ceux qui devraient travailler un peu plus longtemps et qui n'auraient peut-être, qui n'auraient pas eu ça comme perspective dans les quelques années à venir, puisque ça va concerner certains qui pensaient prendre leur retraite plus tôt avec un âge légal. Mais néanmoins, ça ne va pas toucher la majorité en fait de ceux qui vont aller à la retraite, puisque c'est moins de la moitié qui seraient touchés par ce système. C'est pour ceux qui vont aller à la retraite dans l'année qui va suivre. Donc c'est pas. Et quel est le rôle dans cette réforme des fonds de pension, Nathalie ? Alors, si on voulait aller sur un discours beaucoup plus global, de savoir qu'est-ce que pourrait être une bonne réforme des retraites, on pourrait se dire que pour qu'elle paraisse plus juste, ou en tout cas pour qu'elle permette aux personnes qui estiment avoir un travail pénible, puisque là c'est pareil, on l'a bien vu avec la tentative de retraite par points. En fait, la notion de pénibilité, même si on peut l'objectiviser par des critères physiques, néanmoins, elle est quand même très personnelle. Il y a des gens qui vont travailler très longtemps parce que c'est leur but dans la vie, et c'est leur vie, leur travail, et qui même à des âges avancés, en fait, sont toujours en activité, alors que ça peut paraître très surprenant. Donc, en fait, pour ceux qui veulent effectivement avoir des portes de sortie un peu plus variables, en fait, il faudra un système qui soit effectivement plus souple et surtout qui soit un peu plus rémunérateur. C'est-à-dire qu'en fait, notre rémunération, si vous voulez, le taux auquel, lorsqu'on regarde en fait à travers le temps vos cotisations et ce que vous avez à la fin, on est sur des taux qui sont relativement très bas et comparés à des pays où il y a de la capitalisation. Ce qui est normal aussi, puisqu'on n'est pas dans un système de capitalisation. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, on aurait pu prendre cette opportunité pour se dire que finalement la capitalisation pouvait aussi avantager les personnes qui ont eu des carrières, qui ont commencé jeunes et qui veulent peut-être partir plus tôt. Puisqu'effectivement, s'ils font fructifier leur argent à un taux de rendement supérieur, eh bien, ils pourraient arriver avec une retraite relativement complète plus tôt et donc partir plus tôt. Donc, ce principe de ne pas vouloir la capitalisation, c'est effectivement une caractéristique, je dirais, là pour le coup, idéologique de la gauche au XXe siècle, puisque ce n'était pas le cas au XIXe. Ça a été relevé par pas mal d'économistes plutôt qui sont spécialisés en retraite, comme ceux de l'Institut Molinari, par exemple. Et effectivement, dans le passé, enfin au XIXe siècle, il n'y avait pas ce principe d'opposition, voilà, de base sur cette réforme. Or, si on estime que le marché financier est une telle source de rendement et que les capitalistes se goinfrent sur voilà, les actionnaires se goinfrent sur les salariés, eh bien alors il faudrait l'ouvrir justement aux personnes qui, en leur permettant de bénéficier de cette capitalisation et donc de ce taux de rémunération supérieur. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de basculer complètement en régime de capitalisation. Et on le voit bien, les régimes de fonctionnaires en ont de la capitalisation. Donc c'est simplement de se dire qu'il faudrait
peut-être en mettre une partie pour qu'on puisse améliorer ce taux de rendement des fonds en fait qui sont, en tout cas des cotisations qui sont directement orientées pour la retraite, pour notre retraite. Mais alors, ceci dit, Nathalie, si cette technique de capitalisation, c'est de l'argent qui n'irait pas vers l'épargne, a priori. Alors, la capitalisation, elle a un autre avantage, c'est qu'effectivement, comme c'est de l'argent qui va revenir sur le marché financier, parce qu'il faut bien prendre en compte que lorsqu'on est dans un système de retraite par répartition, ce sont les actifs actuels qui payent les retraités actuels. Donc, cet argent ne passe pas par le marché financier. Donc, c'est une manne financière, si vous voulez, qui n'alimente pas le marché financier et cette manne financière pourrait être à travers les institutions de gestion de fonds de pension, pourrait se retrouver dans le financement de l'économie et notamment dans le financement des entreprises. Et en effet, les fonds de pension ont quand même une orientation de leurs investissements à long terme, puisque ils vont gérer les cotisations de retraite qu'ils collectent pour pouvoir les rendre à la fin de notre vie professionnelle. Donc, ils ont un plan de développement de leur portefeuille qui est plutôt orienté à long terme. Donc, ça pourrait être tout à fait aussi satisfaisant pour pouvoir irriguer le système de financement de français et notamment des petites et moyennes entreprises qui pourraient en fait être des bénéficiaires de cette manne supplémentaire d'épargne qui passerait par le marché financier, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, on comprend bien les avantages de ce système par capitalisation. Nathalie, si vous avez encore 2 minutes, j'aimerais, s'il vous plaît, revenir sur le rallye des crypto-monnaies, le récent rallye des cryptos, parce que pour certains analystes, en fait, c'est un rallye qui n'est que purement technique. Est-ce que vous y voyez des raisons fondamentales d'explication ? Alors oui, pour ce qui est de l'évolution du marché des crypto-monnaies, on a bien vu que donc les différentes affaires là qui ont le scandale FTX a eu effectivement un effet assez négatif sur toute la fin d'année, même si on notera que finalement le Bitcoin même si évidemment il a baissé, il n'a pas tant baissé que ça par rapport à aux premières affaires je dirais du début de l'été. Puisqu'en fait, on est toujours resté entre 17 18 000 euros. Et là, effectivement, depuis quelques jours, on voit repartir vers les 20, il y a eu même 21, on est descendu un peu. Enfin, voilà, on vogue autour de cette. Donc, ceux effectivement qui sont toujours, et puis j'en fais partie, qui pensent que le Bitcoin va tout de même perdurer, eh bien, on dira qu'en fait, la raison pour laquelle c'est pas descendu en dessous, c'est que c'est la preuve qu'il y a une certaine demande de Bitcoin qui est toujours là et cette demande elle peut être identifiée comme une demande fondamentale qui se distingue en fait de la demande très spéculative, donc ce qu'on peut appeler quand on attire en fait la hot money, c'est-à-dire la monnaie, la liquidité qui sait pas où aller et qui va aller dans des produits spéculatifs, et on voit que c'est cette partie-là qui a été qui a disparu du marché des cryptos, ou en tout cas qui s'est beaucoup tarie, parce que je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a disparu, mais en tout cas elle s'est beaucoup tarie parce que c'était suite à l'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales, et le Bitcoin a perdu au même titre que le Nasdaq a perdu. On peut les mettre beaucoup en relation, hein, vous savez, il y a certaines entreprises de la tech qui ont perdu aussi plus de 70% de leur capitalisation. Donc, le Bitcoin, il est pareil, parce que il était aussi la raison. Enfin, les investisseurs qui étaient sur ce type de valeur étaient des investisseurs effectivement avec des profils spéculatifs. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, on revient, enfin certains investisseurs se demandent s'ils vont pas se repositionner sur le Bitcoin en raison des incertitudes de politique monétaire. Donc vraiment, c'est à mettre en parallèle avec la variation des marchés financiers, l'évolution actuelle du Bitcoin. On voit bien que voilà, ça va un peu à la hausse, à la baisse, c'est incertain. Okay, très clair. C'est incertain, mais en tout cas, du coup, les marchés des cryptos retrouvent une certaine forme de confiance de la part des investisseurs. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie Janson, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Neoma Business School et que vous êtes spécialiste des questions de politique monétaire et de crypto-monnaie. Nous allons marquer une rapide, courte page de publicité. Juste après, on se retrouve pour la suite de votre live de Téléfinance. À tout de suite. Merci.